Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft, Surface et Xbox. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 22 janvier 2021 et c'est l'épisode 199. Ce soir, pour présenter l'épisode avec moi, j'ai la chance d'accueillir deux camarades. J'ai d'abord Flobo qui est là. Salut Flobo. Salut Guillaume, ça va? Ça va. Tu peux peut-être essayer de ne pas muter ton micro aujourd'hui vu que tu as changé de micro. Non, justement, je suis pas chez moi, donc j'ai l'ancien là. Ah là, alors mute ton micro, d'accord. Et à côté de toi, Florian, nous avons Cassim qui est là. Salut Cassim. Coucou, salut. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler de 3 dossiers, de faire un premier focus sur Windows, de continuer en parlant un petit peu de hardware et de terminer bien sûr par un côté un peu plus ludique avec le jeu vidéo. Et pas forcément que des bonnes nouvelles dans le jeu vidéo, mais bon allez, on verra ça tout à l'heure. L'épisode est bien dodu. L'épisode est dodu, allez, alors sans transition, on attaque. Alors dans ce premier dossier Windows, d'abord une première petite nouvelle ou grande nouvelle, c'est qu'il y a un nouveau MVP, donc Most Valuable Personality chez Microsoft, c'est le Bug and Report MVP, et on a la chance de l'avoir parmi nous ce soir, c'est Monsieur Flobo. Salut Flobo. Eh oui, salut, je suis le nouveau MVP, c'est bien quand même, c'est sympa, même si bon, il y a des grands pouvoirs et des grandes responsabilités, comme on dit. Les grands pouvoirs... C'est quoi tes grandes responsabilités, c'est te taire ? Bah ouais, c'est que je pourrais plus dire quand Skype fait des choses pas très bien, on va dire qu'ils font des petites erreurs, on pourra plus trop les pointer. J'ai signé plein de papiers qui disent qu'il faut pas être trop négatif quand même, donc bon, voilà. Donc en fait, tu nous diras ce qu'il faut dire de négatif, c'est ça ? Exactement. Okay. Donc, mais sinon c'est assez sympa apparemment, donc il y a un truc de bienvenue la semaine prochaine, donc je pense que j'en dirai plus d'ici 2 semaines lorsque j'aurai vu ce qui se passe, parce que pour l'instant j'ai fait que signer tous les paperasses qui disent que tout ce que je dis peut appartenir à Microsoft, des choses comme ça, mais voilà, on verra bien ce que ça donnera. Ok, ça marche. Bon, bah, tu nous feras un retour dans 15 jours. Juste, tu nous précises avant de passer au point suivant, c'est quoi ton titre de MVP ? Windows Insider Most Valuable Professional, donc c'est le MVP. Ah oui, professionnel, Windows. pas personality, pardon. Je me suis trompé tout à l'heure. Oui. Ok. Allez, on part sur un premier sujet Windows, alors qui n'est pas vraiment Windows, qui serait plutôt Microsoft dans ce cas-là. Vous savez que Edge, basé sur Chromium, est le nouveau navigateur de Microsoft, et vous savez qu'il marchait sur nos Windows, tout ce qu'il y avait de plus classique, en 32 ou 64 bits. Et Apple a proposé ses ordinateurs utilisant des puces ARM, et Microsoft a déjà proposé une version de Microsoft Edge qui est optimisée pour les Apple, donc les Mac M1, qui tournent avec ces puces ARM. Alors pour l'instant, c'est pas encore une version définitive, ce sont les versions bêta, voire Canary, que les utilisateurs de Mac M1 peuvent utiliser, mais on peut quand même se rendre compte que Microsoft a fait un gros forcing pour proposer son produit dans le monde Apple, alors que si je dis pas de bêtises, sur le Windows 10X qui tourne en ARM, je sais pas si Edge tourne correctement dessus, quoi. J'ai pas le droit de troller. Ouais, mais si tu avais le droit de troller, tu dirais quoi ? Bah, je crois que si j'avais le droit de troller, je dirais que ils veulent pas faire attendre les clients Apple, hein, c'est clairement. D'accord. Par contre, ils veulent bien faire attendre les clients Windows, mais ça, c'est moi qui l'ai dit. Cassim, j'ai cru que tu voulais parler. Non, je disais juste que, c'était juste pour dire que Windows 10 c'est Windows 10 en version ARM qui a pas le droit encore et Windows 10X tourne sur en XC36. Bref. Mais, oui, merci. Mais je me fais toujours rattraper entre les différentes appellations. Normal. Et j'en ai marre de pas m'y retrouver. Un jour, je crois qu'il faudra qu'on fasse un dossier sur les différentes versions de Windows 10 pour qu'on redise qui a quoi dedans et qu'on s'y retrouve clairement avec un beau tableau à la clé. Parce que c'est pénible. C'est possible. C'est vrai que ce serait peut-être une bonne idée. Oui, mais ça serait tout le monde, je pense, comme les deux sont arrivés un peu en même temps et que les deux sont des versions entre guillemets simplifiées de Windows 10, forcément tu peux confondre les deux. Non, mais clairement, Apple va beaucoup plus vite sur sa transition vers ARM. Là où Microsoft, c'est un projet sur le côté pour Windows 10, donc c'est logique. Apple a quand même beaucoup moins d'historique. Je me souviens à l'époque quand ils sont passés du PowerPC à Intel, ils avaient fait Rosetta pour faire tourner les apps PowerPC, ils l'ont mis dans 2-3 ans et après ils l'ont viré tout de suite. Ils n'ont jamais eu l'ambition d'avoir la backward compatibility avec tout ce qui a été fait depuis 20-30 ans pour les entreprises, et donc c'est pas du tout la même ambition. Exactement, et d'ailleurs il y a 2 ans ils ont viré le support de toutes les applications qui sont en 32 bits, donc ce qui enlève encore une partie de la bibliothèque logicielle qui est sur les Mac en fait.
Si Microsoft faisait ça, il y aurait une révolution. c'est clair. Ah ben, on perdrait combien de pourcents de logiciels qui tournent sur Windows? Peut-être plus de la moitié? Bah, tout ce qui n'est pas UWP, en général, il y a des vieilles librairies qui sont x86 uniques, donc l'énorme majorité des vieilles applications Win32 déjà compilées, bah, elles tourneraient plus si on voulait garder que vraiment du cross-compatible. Ouais. Je crois qu'il y a encore des logiciels de Windows 10 par défaut de Microsoft qui sont en 32 bits. OneDrive, par exemple, la version 64 commence à arriver en alpha, mais par exemple celui-là c'est un 32. Voilà. Ok. Mais alors, c'est pas grave. Oui, parce que moi je vous propose de parler de toutes les nouveautés qui arrivent dans nos Edge, mais en version Windows. Donc je crois qu'on a eu aujourd'hui une libération d'une grosse mise à jour qui apporte plein de nouvelles fonctionnalités, et vous avez souhaité qu'on en fasse un petit peu le tour. Oui, parce que c'est vraiment bon. On parle pas à chaque fois de chaque version de Edge, mais là c'est le début de l'année. Et pour le début de l'année, en fait, ils ont lancé une version majeure. Donc c'est la version 88 de Edge. Et elle apporte vraiment pas mal de nouveautés, notamment elle met elle rattrape le retard qu'elle avait sur les autres navigateurs pour la synchronisation du compte. Donc maintenant vous avez une synchronisation qui est complète, ça y est, il n'y a plus d'options qui étaient grisées avant parce que la fonction n'était pas arrivée. Là il y a tout, donc on peut synchroniser l'historique, les onglets qui sont ouverts sur d'autres appareils, etc. pour que tout ça vous suive d'un ordinateur à l'autre, du smartphone à l'ordinateur, etc. Donc ça y est, c'est complet là-dessus. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ensuite, il y a d'autres nouveautés. Il y a un gestionnaire de mots de passe qui est plus complet qu'avant. Bon, moi j'utilise un gestionnaire alternatif. Mais pour ceux qui n'en ont pas, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que c'est une bonne pratique à intégrer pour le grand public. Il y a notamment la possibilité de générer des mots de passe, par exemple, pour créer des mots de passe plus sécurisés. Je pense qu'il y a une chance là pour qu'il remplace les gestionnaires alternatifs, parce que je me suis vu, par exemple, pour la fonction de génération de mots de passe, que, par exemple, moi j'utilise LastPass, il m'envoie souvent sur une autre page. Là, Edge, il m'a proposé, même sans que je demande, il m'a proposé de générer un mot de passe sans quitter la page où j'étais. Il a détecté que j'étais sur une page où j'étais en train de créer un compte, il m'a proposé de générer un mot de passe avec un petit pop-up. Et ça, je trouve, s'ils intègrent vraiment ça bien, il y a des chances pour que ça devienne mieux qu'un gestionnaire alternatif. Mais c'est marrant parce que t'en parles, parce qu'il y a une autre nouveauté aussi qui te permet de ne pas quitter la page que tu es en train de lire et que je trouve aussi intéressante. C'est l'arrivée qu'on connaissait déjà sur l'ancienne version de Edge, de la possibilité de lancer une recherche sur Bing sur une barre latérale. Donc c'est très simple, il suffit de sélectionner un mot sur la page web que vous êtes ou une phrase sur la page web que vous êtes en train de visiter. Et avec un clic droit, vous pouvez lancer la recherche sur la barre latérale. Et moi, j'ai déjà trouvé une utilité ce matin que j'ai trouvé assez pratique. J'étais en train de lire un article en anglais et il parlait d'un appareil et il me parlait de son poids en pounds. Or, moi, je suis quelqu'un qui comprend le système international et je ne suis pas un bête américain qui parle encore en pounds et en miles. Et comme du coup, le système international, la science, tout ça, le 18e siècle. Donc, je voulais savoir combien ça faisait en kilogrammes. Et donc, j'ai sélectionné genre 5 pounds, par exemple. J'ai fait recherche sur barre latérale et Bing m'a automatiquement mis la conversion en kilogrammes. Donc, et j'ai pas quitté la page. Et je trouvais ça très intéressant, tu vois, justement, de pouvoir avoir la définition, par exemple, d'un mot où tu vois le nom d'un acteur, par exemple, sur une page. Tu fais un clic droit et tu as rapidement les rôles qu'il a pu prendre au cinéma, par exemple. Donc je trouve ça assez intéressant. Tu vas pas faire des grosses recherches dessus, mais je trouve des petites recherches contextuelles comme ça de définition de mots, de carrière, je trouve ça intéressant. Ouais. Je suis assez d'accord, surtout qu'en plus c'est le genre de choses pour lequel Bing est assez bon pour tout ce qui est intelligence, pour ce genre de choses, les questions pratiques, des petits trucs comme ça. Tandis pour les recherches générales, je dois avouer que pour moi Google reste meilleur, mais pour les petits trucs comme ça, Bing fait parfaitement l'affaire, donc je pense que c'est assez adapté, même si, bon, je sais très bien qu'il va y avoir la critique, on peut pas changer le moteur de recherche. Ça tout de suite, c'est ce que les gens vont dire. Bien sûr, mais je trouve que ça se comprend pour une fonction aussi intégrée, parce que, faudrait designer la barre latérale pour chaque moteur de recherche, tu vois, donc ça peut se comprendre qu'il y ait pas le choix. Et puis j'ai l'impression qu'on comprend mieux aujourd'hui que Microsoft a le droit de mettre en avant ses propres services qu'on pouvait le comprendre il y a 10 ans. Mais au final, on a fait la même chose sur l'ancien Windows 10 avec Cortana, non, de mémoire. Oui, tu pouvais relancer. Alors, est-ce que ça s'affichait pareil ? Je sais plus comment ça s'affichait, mais la fonction existait à l'époque de Cortana. Exactement. Oui. Mais ça fait partie des choses qui ont été perdues quand ils ont passé sur Chromium et qu'ils essayent de récupérer. Je trouve ça intéressant pour justement redonner des fonctions un peu exclusives à Edge. Par rapport à ses concurrents, donc je trouve ça assez intéressant. Et la dernière, et pas des moindres nouveautés, c'est une grosse mise à jour au niveau des performances. On va dans les grandes lignes, il y a énormément de nouveautés dedans qui sont un peu plus cachées ou un peu moins détaillées,
Mais il y a notamment une mise à jour des performances pour que le navigateur utilise moins de mémoire, moins de processeur. Et une des façons dont il arrive à faire ça, c'est notamment avec une fonction de mise en veille des onglets. Donc c'est tout simple, il y a des extensions déjà qui permettaient ça. Si vous vous laissez de côté un onglet que vous ne l'utilisez pas pendant 15 minutes, 1 heure par exemple, il va passer en veille, donc en fait il va se stocker et arrêter d'utiliser de la RAM et du processeur de façon active. Et c'est seulement quand vous allez revenir sur l'onglet qu'il va se recharger, notamment sur les PC portables. C'est assez pratique pour économiser de la batterie et des ressources, quoi. Donc c'est plutôt bienvenu. Personnellement, je m'en sers depuis 2 mois en Insider, et j'ai l'impression que je vois vraiment pas de gros temps de chargement lorsque je reclique sur un onglet qui a été fermé. J'ai jamais eu l'impression que c'était long, donc c'est assez, ça a l'air d'être assez bien et assez optimisé. Alors comment ça se présente pour les utilisateurs qui n'ont pas encore eu les onglets mis en veille ? Alors moi la première fois je l'ai activé de force via les paramètres, la page des paramètres avancés. Ensuite sur tous mes autres appareils j'ai eu un petit pop-up qui m'a dit on a une nouvelle fonctionnalité, les onglets, c'est Sleeping Tabs en anglais, je sais pas comment ça s'appelle en français, désolé. Les onglets mis en veille. Ouais, voilà. Et donc il me dit est-ce que vous voulez activer les Sleeping Tabs, ça permettra de gagner de la batterie, tout ça. Ben je faisais oui, et là il m'a activé sur mes autres machines. Donc, mais bon, apparemment ça c'était juste une partie d'Insider, donc je sais pas trop comment ils vont activer ça pour tout le monde. Je pense que ce sera pareil, il y aura sûrement une petite notification qui viendra vous dire est-ce que vous présentez la fonction et vous proposez ça. Et oui, en fait les onglets ils sont un petit peu plus grisés que les autres. Voilà. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils sont à un niveau de gris dans la barre. Et donc ceux-là ils sont en veille. D'accord. Au-delà des onglets, je trouve en plus que c'est assez intéressant au niveau des PWA, parce que quand on pense aux applications Windows, les applications UWP, elles avaient été pensées pour des PC modernes, même pour les téléphones également, et lorsqu'on les utilisait pas, elles se mettaient en veille. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'applications web, et celles-là, elles se mettaient jamais en veille sur un PC portable, une PWA. Oui. Et là, c'est là où ça devient intéressant, parce que ça fait qu'une application PWA qui remplace une UWP, elle se mettra également en veille comme une UWP avant, et ce sera beaucoup plus optimisé pour un appareil qui a une batterie limitée. Ok. Donc, si on récapitule un petit peu ce qu'on retrouve dans ce nouveau Edge, donc on a ces onglets qui sont mis en veille. Les onglets mis en veille, le générateur de mots de passe, la barre de recherche sur la droite, quelques petites intégrations Outlook, des améliorations sur les thèmes, plein de petits machins supplémentaires. Et ils mettent ça vraiment en avant. Moi, sur mon PC de boulot où je suis en version normale, j'ai eu la mise à jour ce matin et j'ai eu un grand écran qui est avec 10 pages de suite qui me présentait toutes les nouveautés une par une. Donc ils essayent de pousser ça et montrer ça aux utilisateurs pour présenter tout ce qui est neuf. On aurait vraiment dit, j'ai même cru que c'était une nouvelle version de Edge complètement. J'avais jamais vu. Ouais, non, mais c'est plutôt bien fait. Les nouveaux thèmes d'ailleurs sont plutôt bien réussis. Je vous invite à aller les voir si vous êtes utilisateur de Microsoft Edge. Moi, c'est pratique pour séparer. J'ai 2 sessions séparées de Edge, une pour le boulot et une pour le perso, et du coup. Avoir 2 thèmes différents, ça me permet de visuellement voir quelle fenêtre appartient à quoi. Alors moi j'ai une question parce que j'utilise Edge en version classique depuis très longtemps. J'ai également la version Dev et la version Canary qui sont installées sur ma machine. Et j'ai eu quelques bugs sur les versions Dev et Canary, donc j'ai plutôt utilisé la version standard. Et le gestionnaire de mots de passe, mais je l'ai depuis des mois. Alors est-ce que c'est parce que j'ai déjà ces autres versions bêta qui sont installées, ou est-ce que c'est activé, ou c'est moi qui l'ai activé, peut-être en allant bidouiller dans About Flags? Est-ce que tu parles de gestionnaire de mots de passe ou d'enregistrer les mots de passe, parce que c'est différent? Les deux, parce que moi il me gère mes mots de passe, il les enregistre et il me propose de générer les mots de passe. Et ça, je l'ai depuis un moment. Je suis toujours insider, donc je sais pas quand est-ce que c'est apparu. Non, mais je me dis, est-ce que ça peut être un lien parce que j'ai plusieurs versions et qu'il y a peut-être des modules qui sont partagés entre les différentes versions ou pas, quoi. C'est un peu ça ma question. Normalement, ça c'est être nouveau à la version 88 de Edge qui est sortie ce matin, donc je saurais pas quoi te dire. D'accord. Parce que tu vois, moi, je l'ai mise à jour là pendant qu'on en parlait. J'étais encore en version 87 en début d'enregistrement et je l'avais déjà, quoi. Tu vois tout ça. Donc c'est pour ça que je me questionne un petit peu. Je saurais pas te dire. Bon, ok. Bon, mais donc Edge, c'est bien qu'il soit sur Mac, mais c'est bien qu'il ait bien évolué, surtout sur nos PC. On continue avec Windows 10 X. Alors Florian, tu t'es amusé à le bidouiller la semaine dernière. Je sais qu'on en a parlé sur les différents sites d'actualité Microsoft. Donc Windows 10 X, le nouveau système d'exploitation de Microsoft en version plutôt allégée, pas tout à fait disponible encore. Il n'est pas disponible en tout cas en version définitive, mais on l'a déjà vu tourner sur Surface Pro 7, sur Lumia 950 XL et sur
Surface Pro 4 de Florian. Alors Florian, peut-être que tu peux nous en parler un petit peu rapidement de ce que tu as pu constater. Oui, alors Windows 10 X, c'est un vieux projet de Microsoft. Il a eu beaucoup de révisions. Aujourd'hui, c'est un peu le concurrent au Chrome OS de Google pour les petits PC, pour les petits appareils. Un Windows allégé qui ne fait pas tourner tout l'Explorer, tous les vieilleries de Windows, mais qui tourne sous Composable Shell, donc C Shell, l'interface moderne Windows qui fait tourner que les UWP, Edge et les PWA en gros. Donc on ne peut pas faire tourner toutes les vieilles applications, c'est un Windows léger. Ce Windows il était apparu l'année dernière pour la première fois sur les bêtas de l'émulateur pour la Surface, j'ai oublié comment ça s'appelle, Surface Neo, c'est ça ? Oui, Surface Neo, pour 2 écrans. À l'origine, ils avaient présenté ça comme OS pour les appareils à 2 écrans, tout en sachant que sur le long terme, ils espéraient aussi le passer sur d'autres types d'appareils. Le projet Surface Neo ayant été un peu mis en retrait avec le Covid, on n'a plus entendu parler de Windows 10 X, ça a été mis de côté pendant très longtemps. Et là, sur les serveurs Microsoft, la semaine dernière, les petits fichiers des dernières versions compilées Windows 10 X sont apparus sur les serveurs. Alors là, la communauté Windows, vous savez comment ça se passe. À partir du moment où ça apparaît sur les serveurs, dans les 24 heures, ça tourne sur tous les appareils du monde. Mais oui, évidemment. Mais voilà. Et donc tous les petits geeks pour Windows ont commencé à fabriquer des petits outils pour aller récupérer les fichiers, pour générer des images à flasher pour n'importe quel appareil, pour injecter les drivers. Et donc ça fait que maintenant déjà, si on sait bidouiller un minimum, on peut récupérer cette version de Windows et la flasher sur n'importe quel appareil qu'on souhaite. Alors, d'accord. Le gros problème si on fait ça, c'est qu'évidemment c'est pas un Windows pensé pour tous les appareils. Normalement c'est fait pour des appareils qui sont prévus pour. Donc les drivers doivent être intégrés dedans et ça ne supporte que les drivers UWP. C'est la version UWP des drivers Microsoft, des drivers Windows. C'est assez récent, ça existe que depuis 2-3 ans. Et il y en a encore très peu. Je veux dire, ça a commencé à apparaître en 2017-2018, et donc la majorité des composants que vous avez aujourd'hui, ils n'auront pas de ces drivers UWP, et donc ils ne seront pas compatibles avec Windows 10 X. Par exemple, sur ma Surface Pro 4 de 2016, j'ai que le GPU qui est compatible avec dont j'ai un driver. D'accord. Donc ça fait que j'ai pas de touch, j'ai pas de... Ah si, j'ai du son quand même. Bon, j'ai le minimum, mais bon, c'est... Ouais. Mais apparemment sur la Surface Pro 7, tous les drivers sont UWP, c'est un appareil assez moderne, et donc là on peut installer un Windows 10 X qui fonctionne parfaitement. Oui, alors dans l'article il est quand même cité que certains périphériques doivent être activés un petit peu à la main en passant par la base de registre. Ouais, de toute façon honnêtement c'est pas pensé pour, c'est de la bidouille. Non. Mais c'est plus pour le plaisir de bidouiller. Voilà. Après, est-ce que c'est un intérêt aujourd'hui ? Je suis pas sûr. Mais bon, ça donne quand même un petit aperçu du futur de Windows, parce qu'on parle toujours de Sun Valley où Panos Panay veut rafraîchir l'UI de Windows, créer une UI cohérente. Là, sur Windows 10 X, on a vraiment l'impression d'avoir une UI cohérente à tous les niveaux. On a le même genre lorsqu'on fait Alt Tab, lorsqu'on regarde l'Action Center, le centre, comment ça en français que j'ai oublié. De notification. Voilà. Quand on regarde tout ça, tout est unifié, lui elle est jolie, on a des belles animations, pour moi ça donne une petite image de ce que j'espère être Windows 10 d'ici un an et demi, lorsque Panos Panay aura tout mis à jour. D'accord. Alors Cassim, toi t'en as écrit un article il me semble là-dessus, donc t'as un petit retour à faire ? Florian a déjà pas mal décrit la chose. Oui, je l'ai testé dans une machine virtuelle quand il y a eu cette version qui a fuité effectivement. Un peu comme il a dit, on voit toutes les nouveautés au niveau de l'interface, la simplification à outrance de Windows 10 pour vraiment en faire une sorte de concurrent idéal à Chrome OS, qui est ce que Microsoft veut faire maintenant de Windows 10 X, puisque l'OS là s'adresse vraiment a priori à des PC plutôt entrée de gamme, à un seul écran, plutôt classique. Avec vraiment l'idée de faire tourner une application à la fois, quelque chose de très simple. On peut en mettre deux comme dans Windows 8 avec deux fenêtres. Oui, mais je veux dire qu'en termes de performance, je pense qu'il faut pas s'attendre à quelque chose d'assez d'incroyable. Tu vas pas faire tourner 20 fenêtres l'une derrière l'autre, tu vois, ça va pas être un truc de power user. Je pense qu'il faut penser que ça va être quelque chose de très simple dans l'usage. Et qui va miser beaucoup sur l'utilisation de l'écosystème Microsoft. Donc on va avoir le nouvel explorateur de fichiers, il se base sur OneDrive. On va avoir bien sûr une intégration de tout ce qui est Teams et Office bien dedans. Et puis je pense que d'ici là on aura l'arrivée de xCloud
sur les PC Windows, donc il pourra en bénéficier, ce qui va permettre de pouvoir au moins jouer à des jeux vidéo, même si la machine est peu performante. Je crois qu'il m'a parlé de Xcloud dans le OBE, dans la petite fenêtre de configuration au premier boot. Je crois qu'il y avait une page là-dessus, de mémoire. Et tu l'as pas capturé? Bah, j'étais en train de faire ça à 2h du matin en pleine nuit, j'étais fatigué, je finissais, je sais pas fini. Dommage. Ça me dit rien, mais par contre on peut mentionner le fait qu'il n'est plus possible avec ce Windows 10 X de ne pas utiliser de compte Microsoft pendant le OOBE, justement, l'initialisation. Si, c'est possible. Si j'ai testé, si tu déconnectes tout, il te crée un compte local. J'ai réussi à le faire. J'ai eu un compte local, là j'ai une photo dessus là. Ok, parce qu'à moi, la première initialisation, j'étais pas connecté à Internet et il me disait pour finir la configuration, vous avez besoin d'être connecté à Internet. Point. Et je pouvais pas continuer. Après, c'est aussi que toi, tu as utilisé l'image de l'émulateur exact. Ensuite, quand tu génères ta propre image toi-même, tu peux activer. Oui, évidemment, mais du coup... Et moi, j'ai activé tout. J'ai activé tout ce qui était désactivé par défaut. Alors peut-être que j'ai activé un mode plus avancé. Je pense que à terme, la vision de Microsoft est que sur la version commerciale, tu seras obligé d'utiliser un compte Microsoft pour synchroniser toutes tes données. Je pense. Et pour sinon, quand tu formates le PC, tu risquerais de perdre toutes tes données et tout. Enfin, je pense qu'ils ont vraiment une vision à la Chrome OS où tout est connecté et du coup, tu perds rien. Tu peux passer d'une machine à l'autre. Je suis d'accord. Alors, on verra, hein. Moi j'ai une petite question. Est-ce qu'on est aussi avec ce Windows 10X, est-ce qu'on est tourné vers le store ou on peut quand même choisir nos vieilles applications qu'on utilisait sur nos PC? Alors, à l'origine, sur Windows 10X, il y a un an, il y avait ils appelaient ça veille, il y avait une sorte de container qui permettait de lancer une application Win32 à la fois, c'est-à-dire des applications classiques Windows. Alors, c'était très lent, ça fonctionnait assez mal, mais bon, c'était bêta, c'était il y a un an. Oui. Et là, dans la version actuelle, ça y est plus. Mais il y a encore un bouton pour l'activer dans les paramètres. Il fait rien pour l'instant. Alors, je pense que... Enfin, je sais pas en fait. J'ai pas vraiment regardé les actus sur ce qu'ils espèrent faire de ce côté-là. Est-ce que le bouton il est encore là parce qu'ils l'ont pas encore enlevé ou est-ce qu'ils espèrent le remettre sur le long terme? Peut-être qu'Asim sait ça. J'ai eu des bruits de couloir pas concordants sur le sujet. Je pense que Microsoft est pas encore sûr de ce qu'ils veulent faire. Je pense que Microsoft a peut-être plusieurs plans pour Windows 10X et que du coup ils sont pas tous justement, ils vont pas tous forcément bénéficier des mêmes fonctionnalités. Moi là, comme je comprends tout de ce qu'ils vont faire, j'ai l'impression qu'on se dirige vers une version grand public de Windows 10X qui n'aurait pas accès à Win32 et tu aurais que le store et tu restes sur quelque chose de très simple à comprendre. Et on aurait une version entreprise de Windows 10X qui aurait accès aux applications Win32. Alors cet accès, pour moi, j'ai l'impression que là aussi Microsoft n'est pas encore trop sûr de comment ils vont faire. Il y a deux éventualités que je vois se dessiner. La première, donc, c'est comme tu dis, d'avoir un plugin, là, une sorte de container qui fait tourner localement les choses, mais apparemment, effectivement, ça va pas l'air très performant. L'autre méthode, c'est un tout autre projet qui est en train d'arriver à maturité chez Microsoft, qui est le cloud PC. Donc le fait de louer des PC dans le cloud directement dans les serveurs de Microsoft, qui est quelque chose qui va être justement vendu aux entreprises en premier lieu. Et en fait, je vois bien Microsoft mettre en avant ce service-là avec Windows 10X. Et en fait, les mecs quand tu es employé d'entreprise, tu aurais accès à toutes les applications modernes directement sur ton PC, sur le web. Et quand tu as vraiment besoin d'un outil de travail plus performant, tu utiliserais en fait le remote desktop pour te connecter à distance à ton cloud PC qui lui serait capable de faire tourner n'importe quel logiciel. Et là, tu aurais accès à la puissance du cloud en fait, du coup, pour faire tourner tes logiciels comme il faut. Et du coup, de jouer vraiment sur les deux tableaux comme ça pour avoir une expérience cohérente. Mais tourné sur le web. D'accord. En fait, ce que tu veux dire, c'est que c'est un petit peu ce qui se faisait à l'époque du Elite X3 qu'avait sorti HP, où les gens pouvaient émuler sur les serveurs de HP leurs applications et les streamer sur leur téléphone. C'est bien ça. Oui, mais en version Microsoft et mieux intégrée, quoi. Oui, bien sûr. D'ailleurs, je pense que tu as tout à fait raison parce que cette version de Windows 10X, elle a un nom en interne. Si on regarde par exemple, si je regarde sur mon compte Microsoft et que j'ai installé sur un vrai PC, c'est écrit, comme on a l'habitude, on dit Windows 10 Pro, là c'est écrit Windows 10 Modern PC. Donc c'est le SKU Modern PC de Windows 10X, de Windows 10 Lite en fait. Et si on cherchait dans les fichiers,
Il y en a eu plein de versions de Windows 10 X, de Windows Lite en fait, Windows Core OS en réalité, ce qu'on appelle. Il y avait eu Andromeda, Polaris, Windows Core, il y en a eu d'autres, je ne sais même plus comment ils s'appelaient les autres. Enfin, en tout cas, de toute façon, c'est cette base-là, ce Windows Core, ils vont faire plein de versions différentes avec des fonctionnalités différentes pour plusieurs types de PC. Ça, c'est la version moderne PC, je pense que c'est la version pour petits PC modernes, quoi. Et il y en aura d'autres avec d'autres fonctionnalités plus ou moins avancées, activées selon les appareils. D'accord. Oui, mais de toute façon, on sent que c'est un projet de longue date chez Microsoft et que tout ça est en train de... Enfin, qu'ils ont changé plusieurs fois d'orientation, donc je pense que c'est aussi un écho de ça, d'avoir autant de noms de versions différentes à travers les années. Ok, merci beaucoup. Donc comme on se garde à l'idée de refaire un spécial les versions de Windows 10 qui devait tout unifier, finalement de l'union on part vers la scission. Bref, allez on continue. Alors c'est Christophe, notre camarade Christophe Tosnet qui nous a partagé un petit fichier, une application du store, du Windows Store qui s'appelle Files, qui est un gestionnaire de fichiers. Alors est-ce que je peux dire qu'il est codé en UWP ou pas là, Florian ? Oui, il est entièrement. C'est entièrement UWP. D'accord. Alors, pour le meilleur et pour le pire. C'est ça, pour le meilleur et pour le pire. Alors, c'est un petit gestionnaire multi-fenêtre qui est super pratique, qui est arrivé, alors ça fait déjà quelques temps, là il est en version 1.1 si je dis pas de bêtises. La 1.0 est sorti la semaine dernière, hein. C'était en bêta jusqu'avant. D'accord, pardon. Donc Christophe nous l'a fait essayer alors que c'était encore en bêta. Oui, mais ça marche pas mal. D'ailleurs, moi je trouvais qu'il plantait moins en bêta que maintenant. Ça fait partie des limitations encore que j'aurai à l'usage de cet outil. Mais c'est un outil qui est esthétiquement, qui est complètement raccord avec Windows 10. Je sais pas ce que t'en penses, Florian, mais t'as l'impression vraiment que les icônes sont tirées de Windows 10, que tout l'esthétisme est tiré de Windows 10. Donc c'est hyper cohérent avec le système. Au niveau de l'affichage, vous pouvez ouvrir vos disques durs et compagnie de manière traditionnelle, mais vous pouvez aussi ouvrir plusieurs onglets dans la même application. Donc vous pouvez facilement passer de l'un à l'autre. C'est beaucoup plus rapide que l'explorateur habituel. On a des aperçus un petit peu moins pratiques peut-être que les aperçus de l'explorateur standard de Windows, mais je le trouve super pratique lorsqu'il ne plante pas. Ça arrive de temps en temps. Par contre, une limitation, moi, que je sens vraiment, parce que c'est quelque chose que j'autorise, c'est tous les dossiers que vous pouvez mettre en favoris. Vous savez, là, vous faites un clic droit et vous mettez ajouter aux favoris et votre dossier apparaît en haut de votre explorateur, là, dans la colonne de gauche. Et moi, je m'en sers énormément. Alors, je sais pas si vous en servez, mais moi, ce manque de ne pas pouvoir le faire fait que j'ai pas sauté le pas encore. Mais je le trouve quand même esthétiquement vachement sympa et bien pratique. Alors, Florian, toi qui l'as peut-être aussi pas mal essayé. Ouais, j'ai utilisé beaucoup cette semaine. Honnêtement, déjà, je trouve ça très impressionnant parce que moi, les explorateurs UWP que j'avais vus, c'était celui de Windows Phone qu'ils avaient amené sur Windows 10X il y a un an, et celui de Windows 10X, le nouveau là, qui synchronise à OneDrive. Microsoft peut aller pleurer à côté de ça, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est ça, la comparaison fait mal. Honnêtement, je pensais pas qu'on pouvait faire un truc aussi puissant en UWP. Là, au-delà d'être un explorateur UWP, en plus, il va chercher dans le registre toutes les configurations de ton explorateur Windows classique. C'est-à-dire que, imaginons que tu installes OneDrive, WinRAR 7zip. Quand tu fais un clic droit, tu as l'option extraire avec 7zip. Et oui. là, tu l'as aussi dans cet explorateur-là, parce qu'il va chercher la configuration de ton explorateur classique. Ouais. Donc, quasiment tout ce que ton explorateur classique sait faire, il sait le faire également. Un truc tout bête également, tu fais clic droit propriété, il t'ouvre une fenêtre de propriété qui met toutes les mêmes données que les métadatas, les données, la taille, est-ce que c'est en lecture seule, est-ce que c'est caché, et en plus et toutes les mêmes données que l'explorateur classique, mais en UWP, et en plus avec un beau thème d'arc magnifique. Franchement, ça fait mal à Microsoft. Alors, ça, c'est des énormes avantages du UWP. Après, je trouve ça un peu dommage aussi, comme toi, il manque quelques données sur la gauche, quelques trucs accès rapides. Moi, je m'en sers pas, j'accroche rien, mais au bout d'un moment, il apprend les dossiers tout seul dans lesquels tu vas souvent, et il te les met. Oui. Et alors, moi, c'est ça que j'utilise le plus. Alors, mais bon, ça, je pense que ça viendra. Les mecs qui sont à 1.0, ils ont déjà un truc de fou. 1.1, il me semble. Oui, voilà, bon. 1.1, parce qu'on a fait quelques retours déjà sur certains bugs. Le seul problème que j'ai, alors ça, c'est pour UWP, c'est qu'on sent que c'est lent. Moi, lorsque je suis dans un dossier où je sais que j'ai des dossiers avec 500 gigas dedans, je fais un clic droit, là je fais 2, 3, 4 secondes pour que le menu apparaisse, si je suis dans un gros dossier, tu vois. Ouais, oui. L'explorateur, c'est instantané. Et quasiment, ouais. Ça, j'ai regardé dans le Git
des développeurs, ils ont un truc de feedback. Ils expliquent qu'en fait, ça vient du fait que pour l'instant, tout est en C#, tout est en WP, et que c'est pas aussi rapide que l'exploiteur Windows qui est codé en langage natif. En C++ direct, en natif pour Windows. Et ils pensent peut-être sur le long terme, maintenant qu'on peut combiner avec Projet Réunion, UWP et le Windows classique, ils pensent faire peut-être tout le back-end en Windows classique comme explorateur et garder l'interface en UWP, mais c'est un projet de long terme parce qu'il faudrait écrire une énorme partie du code, donc ce serait vraiment du très très long terme. Et en plus, Projet Réunion, tout ça pour l'instant c'est encore ses débuts. Donc tant que ce sera UWP, ça sera pas aussi puissant, aussi rapide que l'explorateur classique, mais franchement c'est déjà une belle base et c'est magnifique, hein. Franchement pour des amateurs enfin moi je dis chapeau, hein. Ah ben ça fait totalement l'explorateur qui devrait exister dans Windows 10, c'est totalement raccord. Ah, ils mettent la honte à Microsoft, hein, mais totalement. Ah oui, sur le design, clairement. Tu l'as essayé toi, Cassim ? J'ai essayé, je l'ai téléchargé pendant que vous en parliez, mais j'ai pas plus essayé que ça. D'accord. Après, j'ai pas d'expérience dessus, mais je l'avais vu passer, j'ai vu que beaucoup de monde en parlait dans la communauté, un peu, justement, Windows 10, un peu UWP, tout ça. Mais oui, non, mais c'est très cool. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit Microsoft qui propose ça, quoi. Ah bah oui, c'est clair. Et bien sûr, c'est gratuit comme application. Depuis la dernière version, il y a une option cachée. Ils la mettent pas par défaut, hein. Elle est sur leur site, hein. Il faut l'activer à la main pour remplacer l'explorateur de Windows classique par celui-là. Bon, il faut pas avoir peur, hein. Il faut pas avoir peur, mais on peut. Ouais, mais j'irai encore peut-être pas jusque là, hein. Je leur laisse encore un peu faire évoluer leur bête, hein. Parce que je l'ai planté 3 fois cet après-midi, ça m'a un petit peu saoulé. Ouais, si tu vas trop vite, c'est UWP. Un problème, ça fonctionne dans des conteneurs UWP et rapidement, voilà, c'est le malheur. Ouais, mais c'est dommage que, à la rigueur, qu'il freeze le temps de faire son action et puis ensuite qu'il prenne en compte ce que j'ai demandé, ou pas, ou qu'il oublie ce que j'ai demandé d'ailleurs. Mais c'est dommage, voilà, qu'il se bloque complètement, hein, et d'être obligé de fermer l'application pour la relancer. Enfin bref, allez, on va fermer cette belle première partie Windows qui nous a pris un petit peu de temps et on va passer à une deuxième partie, le hardware, qui va être beaucoup plus court. Alors pour le hardware, Cassim, t'as dû entendre parler de ça toi aussi, hein. Tu sais peut-être qu'on a parlé de la Surface, alors c'était la 7 Plus, hein, si je dis pas de bêtises, qui a été annoncée rapidement il y a quelques semaines. Oui, tout à fait, c'était je sais plus, il y a la semaine dernière, début de semaine dernière. Je crois qu'on en a parlé. Ah oui, on en a parlé en rumeur, ça allait arriver. Et c'est sorti, en fait, ce qu'on avait annoncé dans l'épisode 198 a été annoncé par Microsoft. Et donc là, c'est la Surface Laptop 3. Enfin, moi, j'aurais envie de dire le Surface Laptop 3, mais il y a beaucoup de gens qui disent là. Mm-hmm. Donc je vais me plier à. Voilà. Donc la Surface Laptop 3 Plus qui serait en approche avec une version, cette fois-ci, comme la Surface Pro 7 Plus, une version dédiée aux professionnels, et donc c'est une version qu'on ne retrouverait a priori pas pour le grand public, mais à l'intérieur qu'est-ce qu'on aurait ? Alors on aurait une option de 4G. Moi je me suis demandé mais pourquoi ils proposent pas la 5G, on est en 2021 maintenant, c'est peut-être bête ça. Je peux répondre rapidement, c'est parce que déjà intégrer d'une manière générale la connexion mobile sur un PC c'est compliqué puisqu'on n'a pas des processeurs ARM qui font ça très simplement. Faut mettre un modem à côté et pour l'instant les modems qu'on a à disposition c'est des modems 4G. Parce qu'Intel ne développe pas les 5G. C'est ça, t'es obligé de mettre un modem Qualcomm à côté de ton processeur Intel ou AMD. Et en plus, intégrer la 5G d'une manière générale dans un produit, ça veut dire changer son design parce qu'il faut revoir les antennes, etc. Et là, clairement, Microsoft voulait juste changer quelques pièces et garder le même design. Donc un petit refresh rapide. C'était pas possible. Ok. Bon, ils sont quand même arrivés à mettre jusqu'à 32 Go de RAM, ce qui commence à faire quand même un beau bébé. On a 2 versions en 13 pouces 5, je vous rappelle que c'est le laptop de chez Surface, donc une version en 13 pouces 5, une version en 15 pouces, et a priori chacune des versions aurait soit un chipset AMD ou un chipset Intel avec pour AMD un Ryzen 4000 en version Renoir. Voilà, donc ça fait quand même du matériel qui est pas désagréable à avoir. Et bon, petite information supplémentaire, le Bluetooth sera en version 5.2 et on aurait du Wi-Fi 6, donc dernière norme a priori de Wi-Fi cette fois-ci. Oui, à la marge, il y a du Wi-Fi 6E qui commence à apparaître, mais ce serait espéré pour Microsoft. Oui, voilà, c'est ça, c'est pas très grave, le Wi-Fi 6 c'est très bien. Pareil, AMD vient d'annoncer les Ryzen 5000, mais là encore, c'est pas très grave d'avoir le Ryzen 4000 est vraiment très bien, donc c'est beaucoup mieux que ce que le premier Surface Laptop 3 avait. De toute façon, il n'y a pas besoin d'en parler pendant très longtemps, puisqu'a priori, comme tu l'as dit, c'est une version pour les pros et pour l'éducation, comme la Surface Pro 7 Plus, donc c'est un peu dommage.
de pas le sortir pour le grand public, qui va du coup continuer de se taper l'ancienne version avec des processeurs plus vieux, etc. C'est ça. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Non. Il y a peut-être moyen après de les trouver aussi sur le site de Microsoft, enfin je sais pas. On verra bien, hein. Je sais pas. Alors Cassie, moi j'avais une question pour toi. J'ai complètement oublié de te la proposer avant d'enregistrer, donc allons-y gaiement. Est-ce que tu as suivi un petit peu le CES ? Tout à fait. Alors, est-ce que tu as retenu des choses qui pourraient nous intéresser, nous ? Oui, un propos général juste sur le fait que 2020 a été une année fantastique pour le PC, qui a gagné plein d'argent. Enfin, l'industrie du PC s'est relancée en fait en 2020 parce que les gens ont télétravaillé et du coup les gens se sont rendus compte que l'iPad pour bosser c'était pas très sérieux. Donc ils sont passés ils ont voulu changer leur PC portable, etc. Donc du coup le CES qui marque les tendances de l'année, donc là c'est pour l'année 2021 et qui commence dès le début du mois de janvier, du coup reflet de l'année 2020, l'industrie du PC était en force à ce CES. Donc on a les nouvelles cartes graphiques de Nvidia qui passent donc en RTX 3000 sur les PC portables et qui coûtent un brin. Les processeurs Ryzen 5000 d'AMD qui seront très performants. On a même la 11e génération d'Intel qui continue de s'étendre, même si Intel se prend un peu toujours les pieds dans le tapis et galère encore un peu avec ses processeurs. Et c'est un peu les perdants de ce CES globalement. D'une manière générale, au moins ils avaient quand même quelques nouveautés, même s'ils sont un peu en retrait par rapport aux concurrents. Ouais. Et donc voilà, tous ces trucs. On a les écrans qui gagnent en définition, en fréquence d'affichage. Il y a Samsung qui a annoncé de l'OLED borderless avec tu peux mettre la webcam sous la surface de l'écran pour vraiment avoir un écran complètement borderless. Donc voilà, des petites innovations comme ça. On sent que voilà qu'il y a eu de l'argent qui a été réinvesti dans l'industrie pour sortir des nouveautés intéressantes. Bon, évidemment, le CES, c'est surtout des PC haut de gamme qui ont été annoncés. Il y avait quelques références un peu hors de prix, mais qui ont l'air cool. Moi, si je devais en citer qu'une pour terminer ce tour d'horizon rapide, ce serait le ROG Flow X13 que je vais bientôt avoir en test, donc je pourrai en reparler dans l'émission, mais qui essaye d'allier ultra portable et PC de jeu, qui est assez intéressant. Alors c'est un PC... C'est un gros défi. Mais exactement, alors il est très cher, mais c'est un PC de 13 pouces, convertible, donc façon un peu Dell XPS 13, très compact, très léger, et convertible, tu retournes l'écran derrière le clavier, un petit peu comme sur Facebook par exemple, et il intègre donc le fameux Ryzen 5000 et une carte graphique Nvidia GTX 1650, donc quelque chose de plutôt entrée moyenne de gamme chez Nvidia. Donc ça va te permettre de faire tourner quelques jeux de façon raisonnable, hein, c'est quand même une carte graphique assez véloce, surtout pour un ultra portable. Surtout ça va commencer à te permettre un petit peu de travailler aussi avec, pour les usages type montage vidéo, artistique, photo, dessin, etc. Et puis en complément de cet ultra portable, il y a une carte graphique externe que Asus a prévue. D'accord. Avec une RTX 3000 dedans. Donc puis qui fait aussi hub, enfin tu vois, il recharge le PC, il fait Ethernet, etc. Donc il y a un port propriétaire pour brancher cette carte graphique, et c'est vraiment dans l'ensemble, enfin du coup tu vois, c'est un PC qui te permet, qui est pas dénué de performance en mobilité, qui se montrera probablement très performant en mobilité, mais qui, quand il est branché à sa carte graphique, gagne encore plus en performance pour vraiment, avec une activité sédentaire, te permettre de faire tourner des jeux et jouer vraiment à des applications, faire tourner des applications assez lourdes. Donc je trouve ça intéressant, même si c'est une vitrine. Oui, c'est ça. C'est une machine, son prix a été dévoilé ? Je l'ai plus en tête, je me rappelle que le pack complet avec la carte graphique externe est annoncé à 4 000 €. Je redis 5 000 comme ça à la louche, mais cela dit, le prix du PC tout seul, je crois, se joue sur Facebook par exemple en termes de tarifs, alors qu'on est peut-être sur quelque chose qui sera au moins aussi performant, voire peut-être plus performant et plus compact. Ouais. Donc, est-ce que tu as du touch ? Oui, tu es stylet et touch quand tu retournes l'écran. Donc vraiment, non mais voilà, j'ai l'impression qu'ils ont un peu pensé, c'est un peu la machine qui essaie de tout réunir, et qui me semble sur le papier plutôt bien le faire, même si c'est hors de prix.
Oui. Bon, après, 4000 € le pack, finalement, tu vois, je trouve pas ça si déconnant. Si ça remplace ton PC fixe en même temps, pourquoi pas, éventuellement. Oui, c'est clairement pensé pour remplacer totalement. Tu gardes ton moniteur externe, mais par contre, pour moi, ça remplace carrément ton PC fixe, quoi. En tout cas, c'est un truc ultra premium qui se veut. Seul, il coûte 1800 €. Après, moi, pour quelque chose qui remplacerait un PC fixe, il y a la réparabilité importante aussi, et l'évolutivité. Oui. Ça, forcément, sur un ultra portable, ça va être un peu plus compliqué. J'ai oublié de noter que dans le côté il veut tout faire à la fois et il a l'air cool, il a une connectique assez complète avec notamment un port HDMI plein format, un port USB plein format, etc. Donc type A, je veux dire classique, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment cool. Mais voilà, c'était pour le tour d'horizon du CES. Juste une question par rapport au CES. Niveau ARM pour Windows, on a encore des trucs ou pas ? Il y a HP qui a annoncé une machine, mais c'est la même puce que l'année dernière. Enfin, il n'y a pas de nouveauté au niveau... En fait, le souci, c'est que c'est pas les machines, le problème, c'est le prix des machines, le prix des puces Qualcomm et le peu d'évolution de Windows 10 côté Microsoft. J'ai l'impression qu'on se mange la queue. Microsoft fait pas d'efforts parce que c'est un projet de côté, mais ça fait qu'il y a personne qui sort de machine et donc on tourne en rond. De toute façon, pour moi, les fabricants ont raison de pas sortir de machine puisque le produit est pas prêt, quoi, en gros. Donc il faut que c'est à Microsoft de montrer les choses là maintenant. Il n'est pas sorti. Non, on a pas désolé, je voulais dire, on n'est pas sorti de chez moi, je ne trollais pas. Oui. Ok, merci beaucoup Florian, mais surtout merci beaucoup Cassim pour ton retour sur ce CES que je n'ai bien sûr pas suivi. Allez, on ferme ce dossier hardware qui a déjà bien assez duré et on va passer aux jeux vidéo. Alors pour commencer, on va parler d'une nouvelle qui ne va pas faire plaisir, qui va faire grincer des dents, je pense. Le Live Gold... Qu'est-ce qui lui arrive, Cassim ? Il augmente de prix, ce qui est assez... Enfin, moi, je trouve ça assez incroyable. Je ne m'en remets pas de cette annonce parce que si j'attendais une annonce du côté du Live Gold, mais j'attendais ce que Microsoft le passe en gratuit ou le baisse de prix ou quelque chose comme ça, pour plein de raisons qu'on va peut-être pouvoir expliquer après. Mais donc, oui, il augmente de prix. L'abonnement mensuel passe à 9 € par mois. L'abonnement 3 mois passe à 24 € par mois et l'abonnement 6 mois passe à 48 €. Pas par mois, pardon. Il passe à 48 € pour 6 mois. 24 € pour 3 mois et donc 9 € par mois si on le paye au mois. Et l'abonnement 12 mois, pour rappel, a disparu. Et on le trouve encore en stock chez certains commerçants, mais Microsoft officiellement ne le propose plus. D'accord. Donc, pour rappel, le Xbox Live Gold, rapidement pour resituer, ça permet d'avoir accès aux jeux en ligne depuis les consoles Xbox et de pouvoir avoir accès à entre 2 et 4 jeux par mois gratuitement qui s'ajoutent à votre compte. C'est pas comme le Game Pass où les jeux partent et reviennent, etc. Là, c'est vraiment une fois que vous l'avez acheté à 0 € entre guillemets sur le store, le mois où il a été gratuit, le jeu vous appartient tant que vous êtes abonné au service. Il ne disparaîtra pas de votre abonnement. C'est un système un peu particulier. Mais voilà. Donc... Et il était autour de 5,99 si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'était ce prix-là. Hein. Je crois que c'est ça. J'ai plus l'ancien prix en tête, je l'avais tout à l'heure. Mais oui, il a pris 2 € par mois en gros. Au prix mensuel, il a pris 2 € le prix. D'accord. Alors, ça pose des problèmes pour tout un tas de raisons. D'abord, Microsoft, je rappelle, est challenger sur ce marché. Donc, et là, ils ont un abonnement qui est beaucoup plus cher que celui de Sony ou de Nintendo. Mais oui. Alors qu'ils sont 3e du marché. Je rappelle aussi que donc, le point fort, donc le Xbox Live Gold, son argument principal, c'est donc de te permettre de jouer aux jeux en ligne sur les serveurs Xbox Live réputés de qualité depuis les consoles Xbox. Je rappelle que l'accès à ces serveurs Xbox Live est totalement gratuit depuis un PC ou depuis un smartphone et à la limite, en trollant un petit peu, c'est aussi gratuit depuis une PlayStation ou une Switch quand on joue par exemple à Minecraft. Donc Microsoft décide pour l'accès à ces serveurs de ne faire payer que ses meilleurs clients, ceux qui payent une Xbox. Ce que je trouve déjà un peu bizarre dans leur nouvelle stratégie multiplateforme, on va dire. Et l'autre gros point noir du Xbox Live Gold qu'il faut rappeler, c'est le fait qu'il est obligatoire pour jouer en ligne aux jeux free-to-play, donc les jeux gratuits comme Fortnite par exemple. C'est pas le cas sur PlayStation et sur Switch. Jouer aux jeux en ligne, pour les jeux gratuits, le jeu en ligne est gratuit aussi. Donc par exemple jouer à Fortnite sur une PlayStation, c'est totalement gratuit, il n'y a pas besoin d'abonnement.
Ça veut dire très concrètement que si tu as un enfant qui veut absolument jouer à Fortnite et que tu dois lui acheter une console, tu prends pas une PS. Tu prends une PlayStation à 400 ou 500 euros et basta, c'est fini, c'est gratuit après. Ou une Switch à 300 euros et c'est fini. Xbox, tu seras obligé de payer tes combien déjà du coup, des 9 euros par mois. 9 euros, t'as dit par mois, ouais. Pour jouer à Fortnite. Donc ce qui est complètement, enfin c'est vraiment et donc j'ai suivi ce que ça a été annoncé quelques heures avant qu'on enregistre cette émission et j'ai suivi un peu les réactions de tous les journalistes spécialisés un peu Microsoft et personne, enfin alors la raison pour laquelle ils font ça c'est très mercantile, c'est pour en augmentant le prix du Xbox Live Gold ils abaissent psychologiquement le prix, en tout cas ils augmentent la valeur du Xbox Game Pass Ultimate qui ne bouge pas de prix et qui intègre l'abonnement Xbox Live Gold gratuitement. Donc ça veut dire que quand tu compares les deux côte à côte, entre un abonnement Xbox Live Gold à 9 euros par mois et un abonnement Xbox Game Pass à 13 euros par mois, tu te dis ah bah je vais prendre le Xbox Game Pass Ultimate, il est beaucoup plus intéressant. Donc c'est pour motiver les gens à passer vers l'abonnement plus cher qui font ça, c'est très clair. Mais en dehors de cette raison très pragmatique, on ne comprend pas pourquoi Microsoft se tire une balle dans le pied comme ça avec une décision aussi anti-consommateur alors qu'ils avaient réussi à se transformer en fait j'ai vu plusieurs tweets et commentaires passer comme quoi ils cassaient ce qu'ils avaient mis 12 mois à construire, les 12 derniers mois à construire quoi, en termes d'image de pro-consommateur, on met le consommateur au centre de notre stratégie, etc. Là pour moi ça rompt complètement avec cette promesse. Et je comprends pas pourquoi cet abonnement existe encore déjà. Et même s'il existe, je ne comprends pas pourquoi ils augmentent le prix encore moins quoi. Ça, c'est... Oui, mais je te comprends et je trouve ça complètement aberrant. On a l'impression que c'est typique quand même. À Microsoft, souvent ils aiment bien Ils aiment bien se rajouter des challenges. c'est incroyable. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas qui a validé ça. Après, dernier commentaire sur côté presse. Ils savent très bien ce qu'ils font parce qu'ils le balancent le vendredi après-midi, juste avant le week-end. Donc d'habitude les annonces de Microsoft, comme le rachat de Bethesda par exemple, c'était le lundi. Donc ils savent très bien ce qu'ils font en termes de, ils savent très bien l'image que ça va donner. Hein. Donc sur ça il y a pas de mystère. Mais ça n'empêche pas que c'est une décision que je trouve très mauvaise. Et moi j'ai qu'un espoir, c'est que Sony fasse une vidéo ou un tweet pour dire hey, chez nous Fortnite est vraiment gratuit, ou chez nous vous payez moins cher quoi. Et ce sera bien fait pour la gueule de Microsoft quoi. C'est ça, là ils nous prennent un petit peu pour des cons. Voilà, bref. Après, moi j'ai l'impression quand même que ce genre de problème c'est clairement c'est de l'inter-équipe. Les gens de la team Xbox ils ont probablement aucune envie de faire ça et ça leur a été imposé de haut par au-dessus. Je sais pas, mais alors un dernier problème que je voulais rajouter, une dernière critique parce qu'il fallait en rajouter une. On est en pleine pandémie, toujours, et le jeu vidéo a été fédérateur pendant cette pandémie, notamment il y a eu beaucoup plus de connexions Steam et tout ça, le record de jeux en ligne a explosé, il y a beaucoup plus de gens qui jouent en ligne, parce que ça crée du lien social quand tout le monde est en confinement chez soi, un peu isolé, ça a énormément aidé et ça crée du lien social. Alors parallèle de ça, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une crise économique pendant cette pandémie, et donc vous imaginez, en particulier aux États-Unis, vous imaginez bien l'image que transmet Microsoft quand il décide en pleine pandémie d'augmenter le prix de ce lien social en pleine crise économique et en pleine pandémie quoi. Enfin, je veux dire, oui. Non, mais c'est... il y a rien qui va dans cette annonce quoi. Non. Tu te demandes ce qui s'est passé dans la réunion où ça a été décidé. Enfin, c'est ce genre de moment, t'aimerais bien avoir écouté les arguments. Qu'est-ce qui s'est... Enfin, c'est tellement incompréhensible de notre côté. C'est pas comme si Microsoft avait besoin de cet argent en plus non plus. Enfin, c'est... Et pour moi c'est une erreur aussi de pas vouloir l'avoir justifié en vidéo, enfin d'avoir donné une interview à quelqu'un et même donner des raisons à la con, genre on en avait besoin pour assurer l'infrastructure de nos serveurs, j'en sais rien, un truc bateau, mais au moins donner une interview pour donner une pseudo-explication. Comme tu dis, le fait qu'ils font ça un peu en cachette, ça me montre c'est encore pire. Oui. Voilà. Bon allez. Moi je vous propose d'aller regarder quelque chose d'un peu plus sympa, en tout cas qui promet un futur un peu plus intéressant. C'est le système mis à jour de manière agile. Alors Cassim, on va avoir la Xbox qui va pouvoir faire un petit peu comme son grand frère Windows, qui va pouvoir avoir des mises à jour par paquet. En fait, au lieu de tout mettre à jour d'un coup, d'avoir l'intégralité de l'OS à mettre à jour, on pourra avoir des mises à jour de petits
paquet. Je pense que c'est à peu près ce qu'on peut dire en résumé. T'as tout dit, c'est la possibilité, voilà, par exemple, de mettre à jour le paramètre ou l'interface d'accueil ou le guide Xbox sans faire passer une mise à jour complète du système avec un redémarrage, etc. D'avoir des choses beaucoup plus légères et beaucoup plus agiles, comme tu l'as dit. Donc, non, t'as très bien résumé. Oui. Bon, pour l'instant, cette fonctionnalité est limitée aux insiders, mais on espère que cela arrive rapidement. Dans l'article que j'ai lu, je me suis posé la question, mais alors c'est pour qui ? C'est pour les Xbox One, pour les séries S, séries X, ou pour tout le monde, tout simplement ? Alors, à mon sens, c'est pour tout le monde, tout simplement, puisque là, c'est toujours le même OS pour l'instant, et Microsoft n'a pas annoncé de fin de support pour l'OS de la Xbox One, donc a priori... toutes les nouveautés qui concernent l'OS de la Xbox, sauf rare exception comme le Quick Resume, toutes les fonctions sont communes entre Xbox One et Xbox Series. Et le fonctionnement par paquet permet aussi de différencier entre les deux séries. Ouais. Ok, merci pour cet éclaircissement. Et Florian, je te laisse la parole. Je sais même plus ce que j'allais dire, désolé. Oui, non, mais j'allais dire, je crois que ça fait très longtemps qu'ils nous promettent ça également sur Windows. Ça commence à arriver doucement, mais depuis le début de Windows 10, ils nous disent qu'on n'aura plus de grosses mises à jour, que ça va être compartimentalisé. Ça commence à arriver, mais c'est un long boulot. Hein. Après, le tweet précise bien, en l'occurrence du monsieur qui gère le programme Insider de Xbox, que c'est avant tout pour des corrections à la volée. S'il y avait des bugs, c'est vraiment plutôt des fixes au niveau de la plateforme que des vraies grosses mises à jour, à mon avis, qui seront amenées. Donc tu voudrais dire, par exemple, que ce serait tu serais dans un jeu, tu pourrais la mise à jour pendant que tu es en train de jouer ? Non, pour l'OS. C'est uniquement pour l'OS. C'est plutôt mais pour des éléments de menu, etc. S'ils détectent que la fonction d'enregistrement de la Xbox, par exemple, il y a un bug, ils peuvent peut-être le corriger sans te demander de redémarrer ta console, tu vois. Et sans te faire télécharger 4 gigaoctets de mise à jour. Alors que ça peut prendre juste 20 kilos. Voilà. Après, ici, il y avait une dernière petite nouvelle, je crois que... Si, je l'ai mise. Il y a quelques nouveautés qui arrivent là sur le Game Pass, Cassim, qui avaient l'air un peu intéressantes. Moi, ça me donne envie de télécharger si j'avais une connexion correcte. Alors, c'est les jeux, je les ai mangés... comment ça s'appelle ? Ah, mince. Bah, je te laisse en parler. Control. Alors, Control était déjà arrivé sur Xbox, mais du coup, il arrive sur PC, toujours dans le Game Pass, effectivement. Oui. Il y a Medium qui arrive, The Medium, qui est la grosse exclusivité de ce mois de janvier côté Xbox, qui arrive. Alors cette fois du coup seulement sur les Xbox Series et sur PC, mais il ne sortira pas sur Xbox One. La plateforme est trop vieille pour ce jeu, c'est un des premiers jeux next-gen. C'est un jeu d'horreur. Et la série Yakuza qui continue d'arriver avec Yakuza 3, 4 et 5. Qui continue donc d'arriver à la fois sur PC, console et cloud pour le coup. Et un dernier mot pour 2 jeux. Alors rapidement, Desperado 3 qui est très populaire, qui est assez populaire, qui est un jeu sur PC, console et cloud, qui est un jeu de stratégie un peu à la XCOM, donc si c'est votre genre, allez jeter un coup d'œil. Et moi j'ai joué à Downut County qui est arrivé cette semaine. C'est un petit jeu indé ? C'est un tout petit jeu indé vraiment qui se fait mais en quelques heures. Moi ça m'a pris une soirée. C'est très 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 court. Ça se joue sur cloud, console et PC. C'est très léger. Je crois que ça pèse 500 mégaoctets, un truc comme ça. Enfin vraiment, c'est assez léger. Et c'est très très sympa. C'est un petit puzzle game en quelques niveaux. Les puzzles sont rarement compliqués et c'est vraiment pour passer un bon moment. Nous on y a joué à 2, l'un regardait l'autre. Mais juste pour voir un peu ensemble l'histoire et un peu les fonctionnements, puis se conseiller un peu dans les puzzles. C'est très sympa, donc je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. D'accord. Merci beaucoup, Cassim. Bon, toi, Florian, t'as pas eu de jeu que t'as pu tester cette semaine, j'imagine t'avais d'autres chats à fouetter. C'est que j'ai testé un jeu? Non, je pense pas. J'ai acheté... en parlant juste un jeu, j'ai acheté l'album pour les 15 ans de Little Big Adventure, qui était mon premier jeu PC à l'époque, mais bon, c'est un jeu. D'accord. Ok, mais ça marche. Bon, mais je crois qu'il est temps de clôturer cet épisode 199. Merci Cassim d'avoir été là. Merci Florian également d'avoir été présent. On se donne rendez-vous, je pense, dans 15 jours pour l'épisode 200. A priori, pas de surprise. Bon, on sait jamais. Surveillez peut-être ce qu'on pourra faire. Et puis, portez-vous bien d'ici là. Allez, ciao tout le monde. Salut. Ciao.